J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu. Nouvelle vidéo Stranger Things. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et depuis la diffusion de cette série, je n'arrête pas d'y penser. Au point même où on a fait une critique, une théorie et aujourd'hui j'arrive pour vous donner 6 anecdotes de tournage, certaines que vous connaissez peut-être déjà et certaines qui sont juste incroyables. On parle notamment d'un énorme spoil qui a été lâché en saison 1 qui nous a raconté la saison 4. L'acteur de l'antagoniste principal nous a raconté comment est-ce qu'il est rentré dans ce rôle et vous allez voir que ça fait assez froid dans le dos. Des passions des acteurs dans la vraie vie ramenés directement sur Netflix et un projet qui avait été initialement prévu pour des décennies. Bref, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle anecdote vous a le plus plu en fait. Compliqué à dire cette phrase. Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors oui, sait-on jamais s'il y a certains inconscients, je tiens à le préciser, cette vidéo va contenir full spoiler de toutes les saisons de Stranger Things, de la saison 1 à la saison 4, partie 1, vu qu'au moment où je tourne cette vidéo, la partie 1 seulement vient d'être diffusée sur Netflix. Donc comme ça, on est débarrassé de ce fardeau et on va pouvoir parler un maximum. Alors certains, vous le savez déjà, je vous l'ai dit en critique, mais Stranger Things saison 4, c'est la saison la plus chère de l'histoire au monde jamais diffusée. Un record qui était jusque-là détenu par la dernière saison de Game of Thrones avec 15 millions par épisode, juste avant évidemment que les séries Marvel ne débarquent, étant donné que les séries Marvel, c'est grosso modo 25 millions par épisode. Et là, bim, les frères de fer Netflix sont arrivés et on dit nous, on va complètement casser le game, 30 millions par épisode, soit 270 millions de dollars uniquement pour ces 9 épisodes. Est-ce que c'est bon pour vous? On s'en rend peut-être pas compte, mais la saison 4 de Stranger Things aura coûté plus cher à produire que certains énormes blockbusters, comme notamment Spider-Man No Way Home et ses 200 millions, Avatar 2 et ses 250 millions, ou encore Mourir peut attendre avec également 250 millions de budget. Un score qui sera malgré tout détrôné le 2 septembre prochain avec bien évidemment la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux sur Prime Video qui aura un budget au total de 465 millions de dollars. Autant vous dire que on est encore bien loin avec Stranger Things de les atteindre, bien qu'elle n'en ait pas forcément besoin étant donné que tout est assez masterclass même visuellement. Ou presque, ok, il y a un plan qui est pas très ouf, j'avoue. Et donc pour cette deuxième anecdote, c'est forcément lié, vu que afin de rendre tout ça réaliste et d'utiliser le budget à bon escient, les producteurs de Stranger Things ont fait appel à un prothésiste de renom, notamment pour le design de Vecna. Si vous vous demandiez si c'était en full 3D ou si c'était du pratique, eh bien on a la réponse puisque l'acteur lui-même a déclaré chez Variety que c'était 90% du réel, les 10% restants étant les fameuses vignes qui bougent par moment sur son costume, ça c'est de la 3D. Alors faut me donner la technique pour avoir des vignes vivantes, hein. Ah oui, je sais que ça fait très truc de youtubeur, mais je vous assure que la meilleure est à la fin de la vidéo. Vraiment, c'est promis. Ils ont donc fait appel au prothésiste Barry Gower, qui est un grand bonhomme dans le milieu du make-up hollywoodien. Si vous avez notamment vu des similarités avec Game of Thrones, c'est tout simplement normal, c'est que c'est lui qui est derrière la plupart des prothèses visibles de la série. Il s'est également occupé entièrement du costume du Green Knight, de Rami Malek dans No Time to Die, de certains gobelins dans la saga Harry Potter, ou encore de certaines prothèses sur Doctor Strange 2. On n'a pas vraiment les détails concernant Doctor Strange 2, ce qu'il a fait ou pas, mais je pense qu'il s'agirait de ce visu concernant le zombie de Doctor Strange, vu que si on regarde un petit peu son book, son travail passé, il est assez familier avec tout ce qui est visuellement assez mort, j'ai envie de dire, donc je serais vraiment pas étonné que ce soit là-dessus. Et ce n'est pas tout, puisqu'on continuera à voir le boulot de l'artiste, étant donné qu'il s'occupe actuellement de la série de Last of Us avec énormément de zombies, ou encore de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones. Pour la petite anecdote, Jamie Campbell Power, l'acteur derrière 001 ou encore Vecna, a déclaré que la transformation en Vecna avait pris environ 7h30, sa journée commençant généralement à 3h du matin, s'en suivait après 10 à 12 heures de tournage, retournait ensuite à sa chaise pour tout enlever, ce qui là prenait encore 1 heure pour enlever tout l'attirail. Et tout ça, ce n'était pas que physique, puisque l'acteur s'est également livré récemment chez Variety, afin d'expliquer dans un premier temps comment est-ce qu'il avait obtenu le rôle, vous allez voir que c'est assez particulier, et dans un second temps, comment est-ce qu'il était rentré dans la peau de son personnage psychologiquement, pour avoir un côté très dark et très effrayant. Déjà, premier truc intéressant, l'acteur a auditionné pour le rôle sans savoir pour quel rôle il allait jouer, sans avoir une seule ligne de script. On lui avait juste envoyé certaines rêves qui permettraient de diriger son jeu une fois l'audition passée, avec notamment des rêves de Primal Fear
ou encore Hellraiser, et ensuite l'acteur n'a pas eu de nouvelles pendant 2 jours. Pendant l'attente, il avait même créé une espèce de carte mentale avec le personnage de Will Byers au milieu et du casting principal ensuite. Il a pris en photo sa carte mentale géante et a tout mis dans un petit dossier, et figurez-vous qu'au moment où la production l'a rappelé afin de repasser un entretien pour valider ou pas le rôle, il a amené ce petit dossier avec toute cette carte mentale dedans et on lui a demandé à la fin de montrer son petit dossier. Et alors qu'il n'avait aucune idée du personnage qu'il allait jouer, les producteurs ont tout simplement validé son dossier. Toutes les rêves qu'il avait mis dedans, toutes les photos, tous les symboles collaient parfaitement au personnage, alors que comme je vous l'ai dit, il n'avait pas reçu le script et il ne savait même pas quel personnage il allait jouer. 2 jours plus tard, cet entretien encore, il apprenait qu'il allait jouer 001. D'ailleurs, ce n'est que plus tard qu'il apprenait qu'il n'allait pas jouer seulement que 001, mais aussi Vecna, l'antagoniste principal et torturé de cette saison 4. Une interprétation d'ailleurs saluée par Millie Bobby Brown en personne, vu que au fameux monologue de l'épisode 7, au moment où 001 explique tout son chemin, afin que le spectateur, mais aussi Eleven, puisse comprendre qu'il s'agit en fait de Vecna, eh bien il y a eu une répétition de ce fameux monologue, et Millie Bobby Brown lui a dit, je cite, « Tu es un monstre ». Alors comment est-ce qu'il est rentré dans cette psychologie de monstre? Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Eh bien l'acteur a tout simplement déclaré dans un premier temps que dans son bureau, il avait accroché plein de post-it avec énormément de rêves, des images notamment autour de Hellraiser, de Dracula et d'autres projets clés des années 80 pour se plonger davantage dans le genre horrifique. Autre chose intéressante, quand il savait qu'il allait tourner donc une scène de Vecna, il ne parlait pas pendant 4 jours avant cette scène et explique même qu'il se retrouvait par moments à marcher dans les rues d'Atlanta, le lieu du tournage, à 2 h du matin en pyjama en pleine nuit. Alors du coup, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il est arrivé à choquer le spectateur? Eh bien, donnez-moi votre avis en commentaire. Personnellement, je trouve qu'il a fait plutôt un très bon boulot. L'autre chose, c'est une anecdote que vous connaissez peut-être déjà sûrement, puisqu'elle n'est pas spécifique à la saison 4, mais je la trouvais intéressante, puisqu'en fait, initialement, les frères Duffer, donc les créateurs de cette série, avaient prévu de raconter toutes les saisons de Stranger Things sur plusieurs décennies. La saison 1 commençant en 1980 et les dernières saisons se passant de notre époque. Ils voulaient effectivement que l'on suive l'évolution physique de la bande de Stranger Things et que l'on comprenne qu'ils combattent tous ces monstres depuis des dizaines d'années. Au final, les plans ont totalement été changés pour ce que l'on connaît actuellement, bien que on puisse quand même voir une évolution physique des acteurs, on va pas se le cacher, mais je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire que s'ils avaient raisonné comme ça, on aurait dû avoir des changements d'acteurs pour chaque saison afin de marquer ce changement physique justement, et on n'aurait jamais entendu parler autant, notamment de Millie Bobby Brown qui n'aurait certainement pas eu la même carrière étant donné que c'est ça qui l'a fait décoller, ou encore bien évidemment du reste du casting avec notamment David Harbour qui a auditionné récemment pour Black Widow, qui a eu le rôle. Est-ce que c'était pour du bon ou du moins bien? Ça je ne sais pas, mais par contre ce qui est sûr c'est que lui aussi a connu une hausse en popularité grâce à Stranger Things et qu'il a pu décrocher des rôles. Une petite anecdote aussi sympa, vous le savez, dans la saison 4 de Stranger Things, il est question durant toute l'introduction de matchs de basket, ce qui est là une référence directe à son acteur principal. On voit effectivement que Lucas porte le maillot 8 dans Stranger Things, qui est en fait un clin d'œil au premier numéro de maillot de Kobe Bryant chez les Lakers afin de lui rendre hommage. Une décision qui n'a pas été prise en plus par les réalisateurs, bel et bien par son acteur, son interprète principal, Caleb McLaughlin, puisque l'acteur est lui-même aussi assez fan de basket, au point même où en 2016, il a participé au NBA All-Star Celebrity Game, un concours inclus dans le NBA All-Star qui oppose des anciens joueurs et des anciennes joueuses contre des acteurs, des musiciens, des athlètes et d'autres disciplines sportives. Enfin, la dernière anecdote de cette vidéo, je vous ai dit, selon moi, c'est la meilleure, puisque quand je suis tombé là-dessus, eh bien, il fallait absolument que je vous en parle. Je pense que c'est cette anecdote où je me suis dit, bon, ok, on commence à voir plein de choses, là, il faut absolument que j'en parle. Puisque figurez-vous que si on est attentif depuis des années au casting de Stranger Things, eh bien, on connaissait la fin de la saison 4 avant même qu'elle ne soit diffusée. Ça, je vous parle de ça déjà dès la première saison. Et pour ça, on peut dire merci à Dustin, ou plutôt à son interprète Gaten Matarazzo, puisqu'alors qu'il était en interview pour la promotion de la saison 1 de Stranger Things en 2016, le journaliste lui a posé la question suivante: quelle est la meilleure théorie que vous ayez pu voir sur la fin de Stranger Things? Alors que chaque acteur prend la parole et évoque certaines théories, Dustin lui est allé beaucoup plus profondément en citant la théorie d'un vidéaste dont il n'a pas le nom visiblement. On peut supposer que soit il a bel et bien trouvé une vidéo avec un vidéaste qui parle de cette théorie et que donc ce vidéaste avait carrément vu dans le turfu,
parce que vraiment c'est précis quand même, ou alors il avait déjà connaissance des principales lignes directrices de toutes les saisons de Stranger Things, étant donné que c'est toujours en cours d'écriture, etc. Mais que généralement ils savent quand même le point A, le point B, le point Z. Alors je vais vous mettre la vidéo que je vais mettre 10 minutes à sous-titrer en français, je crois que c'est le truc le plus chiant en montage, mais brièvement l'acteur explique tout simplement qu'il a vu une théorie qui dit comme quoi en gros, il y a eu plusieurs sujets de 1 à 10 avant Eleven qui sont pour la plupart morts, mais que le premier lui est toujours vivant et qu'il réside dans l'Upside Down. En fait, vous allez le voir avec la vidéo, il a littéralement expliqué en 30 secondes ce qui nous est expliqué pendant les 5 minutes du dernier épisode où on découvre justement que 001 est Vecna. C'est assez aberrant. Theory that I just been seeing this one around the internet. There's this one in this video, and he was saying how other test subjects besides 11, like 1 through 10, he says that most of them are dead, but others were like banished to the Upside Down, like they couldn't get out, and because they were in the Upside Down for so long that they transformed into what was the monster. So the monster was a recent test subject. J'étais comme ça quand j'ai vu l'extrait, oui, moi aussi j'étais comme ça. Bref, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, il fallait absolument que je vous parle de tout ça, il y a eu de plus en plus d'anecdotes qui ont été accumulées ces derniers jours, je me suis dit je peux pas garder ça pour moi, vraiment, et en faire juste des tweets. Au bout d'un moment, moi j'ai envie aussi de véhiculer ma passion. N'hésitez pas à me dire quelle est votre anecdote favorite. Est-ce que la dernière vous a choqué autant que moi j'ai été choqué? Le micro aussi, il a été choqué apparemment, hein. Vos oreilles, j'espère pas par contre, hein. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, évidemment. Twitter, Instagram comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.